Ma copine m'a appelé et m'a dit, je suis dans un motel avec mon ex. Voilà ce que tu gagnes à m'énerver. Je leur ai donné à tous les deux la leçon de leur vie. Je ne vais rien enjoliver. Je ne vais pas prétendre avoir été une victime innocente qui ne savait pas où il mettait les pieds. Je savais, j'ai toujours su. Le truc, c'est que je préférais ne pas le voir. Je m'appelle Gabriel et pendant près de 2 ans, j'ai été le paillasson émotionnel de Fernanda. Aujourd'hui, en écrivant ceci, j'ai envie de me frapper pour tout ce que j'ai permis. Je n'exagère pas. Je ressens une honte physique. Littéralement, j'ai du mal à respirer quand je me souviens de certaines scènes, mais j'ai besoin de le raconter tel que ça s'est passé. Tout a commencé bien avant le motel. Je sortais d'une relation qui m'avait anéanti. Ma première petite amie s'appelait C. Ce fut ma première fois dans tous les sens du terme. Première relation sérieuse, première promesse, premières illusions. Ce fut aussi ma première trahison. Elle m'a trompé et je l'ai appris par des tiers. J'ai passé des semaines sans bien dormir, des mois à douter de tout. Quand ça s'est terminé, mon estime de moi était au plus bas. Je ne m'en suis pas remis, j'ai juste appris à faire semblant. J'ai rencontré Fernanda dans cet état. Elle était sûre d'elle, dominante, elle savait toujours quoi dire. J'avais soif de validation. Cette combinaison est dangereuse. Dès le début, elle faisait des comparaisons avec son ex-petit ami. Ce n'étaient pas des commentaires isolés, c'était constant. Elle disait des choses comme « lui, il savait comment me surprendre. Il avait plus de caractère. Il n'était pas si sensible. » Elle le disait sur un ton léger, comme si c'était des observations sans importance. Je riais, je faisais semblant que ça ne m'affectait pas, mais ça m'affectait. Avec le temps, elle a commencé à dire quelque chose qui, avec le recul, était un avertissement déguisé en blague, que j'étais son canard. Elle le disait devant ses amis, elle le disait quand je lui apportais quelque chose, elle le disait quand j'annulais des plans pour la voir. « Tu es mon canard préféré », disait-elle en riant. Je souriais intérieurement, je savais que ce n'était pas une blague, c'était la vérité. Je faisais tout pour elle. J'ai changé mes horaires, délaissé des amitiés, dépensé de l'argent que je n'avais pas, toujours dans l'espoir qu'un jour elle arrêterait de me comparer à son ex, qu'un jour elle me verrait comme étant suffisant. Mais ce n'était jamais suffisant. Fernanda avait une façon d'humilier qui semblait subtile, mais ne l'était pas. Si j'avais une opinion différente, elle disait que j'étais immature. Si quelque chose me dérangeait, elle disait que j'exagérais. Si je lui demandais du respect, elle disait que je devais apprendre à supporter les blagues. Un jour, j'ai explosé. Ce n'était pas grand-chose, c'était une petite dispute, comme tant d'autres. Elle a de nouveau mentionné son ex, en disant qu'il ne lui aurait jamais parlé sur le ton que j'employais. Je ne criais pas, j'étais juste ferme. Je lui ai dit que je détestais qu'elle me compare, que ça me faisait me sentir inférieur, que ce n'était pas juste. Elle a croisé les bras et a dit que c'était des blagues, que si je ne savais pas les supporter, j'avais un problème d'insécurité, qu'un homme sûr de lui ne s'offense pas pour ce genre de choses. Je suis resté silencieux quelques secondes. J'aurais dû rester ferme. J'aurais dû maintenir ce que je ressentais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fini par m'excuser. Je lui ai dit que peut-être j'exagérais, que j'étais désolé d'avoir gâché l'ambiance. En écrivant ceci, j'ai envie de rire de moi-même. Pas un rire amusé, un rire amer. J'ai été un idiot. Elle m'a regardé avec cette expression que je comprends maintenant comme du mépris, puis elle a dit quelque chose qui a marqué un tournant. Elle m'a dit que si je voulais qu'elle me pardonne d'avoir haussé le ton car pour elle, parler fermement, c'était hausser le ton, je devais la dédommager. Je lui ai demandé comment. Elle m'a dit qu'elle voulait le nouveau parfum de Chanel, le plus récent. Je savais lequel c'était. J'avais vu le prix. C'était cher, beaucoup trop pour moi à ce moment-là. Je lui ai dit que je n'avais pas les moyens, que je pouvais lui acheter autre chose, mais pas ce parfum. Elle m'a regardé comme si j'étais une ordure, et a dit que si je voulais être avec une fille comme elle, je devais être prêt à en payer le prix. Elle a dit ça littéralement. C'est le prix à payer pour être avec quelqu'un comme moi. J'ai senti quelque chose bouger en moi, quelque chose de petit mais de réel. Pour la première fois, je me suis vraiment mis en colère. Je lui ai dit que je n'étais pas une banque, que je ne trouvais pas juste que son pardon est un tarif. C'était la première fois que je haussais la voix sur elle. Je n'ai pas crié,
mais j'ai parlé fort. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle m'a donné une gifle. C'était rapide, pas très fort, mais suffisant. Le son m'a glacé. Pas à cause de la douleur, mais à cause de ce que ça signifiait. Elle est restée là à me regarder, la respiration haletante. Je n'ai pas réagi, je n'ai rien fait, je l'ai juste regardé. Elle a dit qu'elle n'allait pas tolérer les manques de respect. Elle a pris son sac et elle est partie. Et je suis resté là. Au lieu de me mettre en colère, au lieu de comprendre ce qui venait de se passer, je me suis senti coupable. Coupable de l'avoir énervé, coupable de ne pas pouvoir acheter le parfum, coupable de ne pas être suffisant. Pendant des heures, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai demandé pardon encore et encore. Je lui ai dit que je ne voulais pas lui manquer de respect, que j'étais stressé, que je l'aimais. Je lui ai envoyé des messages vocaux en pleurant. Oui, en pleurant, lui demandant où elle était, lui disant que je voulais la voir, qu'on parle, qu'on ne se quitte pas comme ça. En écrivant ceci, j'ai du mal à accepter que j'ai été cet homme, mais je l'ai été. Les heures ont passé sans réponse. Je tournais en rond dans mon appartement comme un animal en cage. Je regardais mon téléphone toutes les 30 secondes. Je me détestais, mais en même temps, j'avais besoin qu'elle réponde. Vers minuit, le téléphone a sonné. C'était elle. J'ai répondu immédiatement. Sa voix était froide, d'une cruauté calme. Elle a dit, « Je suis dans un motel avec mon ex-petit ami. Voilà ce que tu gagnes à m'énerver. » Il y a eu un silence après cette phrase. Je n'ai pas parlé, non pas parce que j'étais fort, mais parce que mon cerveau a cessé de fonctionner. J'ai pensé que c'était une blague, une de ces blagues que je devais soi-disant apprendre à supporter, mais elle ne plaisantait pas. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui sache vraiment la traiter, que je l'avais poussée à faire ça. Puis elle a raccroché. 1 minute plus tard, la photo est arrivée. Je ne vais pas la décrire. Ce n'est pas la peine. Elle était explicite, directe, ne laissant aucune place au doute. Elle, sur lui, regardant l'appareil photo, souriante. Elle ne semblait pas en colère, pas blessée, elle semblait satisfaite. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce ne fut pas une tristesse immédiate, ni une rage explosive, ce fut le silence, un vide absolu, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur en moi. J'ai regardé l'image pendant plusieurs secondes. J'ai seulement compris une chose. J'ai compris que j'avais permis chaque étape qui avait mené à ce moment, que chaque humiliation que j'avais tolérée, chaque comparaison que j'avais acceptée, chaque excuse que j'avais présentée sans raison, avait construit ce scénario. J'avais toujours été le paillasson, mais à cet instant, quelque chose a changé. Ce ne fut pas une pensée romantique, ni un discours intérieur héroïque, ce fut plus simple. Le Gabriel qui suppliait avait disparu. Le Gabriel qui s'excusait d'exister avait disparu. À ce moment-là, un autre est né, pas meilleur, pas plus noble, plus froid, plus dur, un Gabriel qui n'allait plus rien demander. Et tandis que la photo restait ouverte sur mon écran, j'ai compris que ce qui venait de mourir n'était pas la relation, mais ma version antérieure. J'ai éteint l'écran. Je suis resté assis quelques secondes en silence. Ma respiration était stable. Je ne tremblais pas, je ne pleurais pas. C'était une sensation différente, comme si quelque chose en moi s'était durci. Alors je me suis souvenu de quelque chose. L'ordinateur portable de Fernanda était chez moi. Elle l'avait laissé quelques jours plus tôt parce qu'elle travaillait sur un projet. Elle disait toujours qu'elle avait besoin de concentration, qu'elle ne pouvait pas être distraite, que ce projet était important pour son développement professionnel. Elle le répétait si souvent que c'était devenu une routine de l'entendre. Je n'avais jamais touché à son ordinateur, ni par curiosité, ni par soupçon. Je m'étais toujours vendu l'idée que respecter sa vie privée était une preuve que je n'étais pas peu sûr de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pensé au respect. J'ai marché jusqu'à la table où se trouvait l'ordinateur portable. Je l'ai ouvert. Il n'y avait pas de mot de passe. Il n'y en avait jamais eu. L'écran s'est allumé et là, ouvert sur Facebook Messenger. Elle n'avait même pas fermé sa session. Était-ce de la négligence ou de l'arrogance? Je ne sais pas. J'ai cherché la discussion avec son ex. Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Elle était dans les premières. J'ai ouvert la conversation. J'ai lu des messages qui ne dataient pas de ce soir-là. Ce n'était pas quelque chose d'impulsif.
Ce n'était pas un « voilà ce que tu gagnes » à m'énerver. Il parlait depuis des semaines, flirtant, planifiant de se voir. Il y avait des messages où elle se moquait de moi. Elle disait que je revenais toujours, que j'étais malléable, qu'il suffisait de me mettre un peu la pression et que je ferais n'importe quoi. J'ai tout lu sans changer d'expression. Puis je suis allé sur le profil du type. Photos de famille, épouse, 2 jeunes enfants, commentaires d'anniversaire, publications sur la responsabilité et le travail acharné. J'ai continué à enquêter. Son profil n'était pas complètement privé. J'ai trouvé sa femme taguée sur plusieurs photos, son nom complet, son compte ouvert. J'ai pris des captures d'écran de tout, de la conversation, de la photo qu'elle m'avait envoyée, des messages où il se moquait de moi. J'ai fait quelque chose de plus. J'ai censuré la partie la plus explicite de l'image originale. Pas par considération, par stratégie. Je savais que si je la publiais telle qu'elle, elle serait immédiatement supprimée. J'ai couvert juste le strict nécessaire pour qu'elle ne soit pas bloquée. Je suis allé sur le profil de l'épouse, je lui ai envoyé un message direct. Je n'ai pas écrit un long discours, j'ai été direct. Je pense que vous devriez voir ça. J'ai joint les captures d'écran, la photo censurée, le message où Fernanda disait qu'elle était au motel, la discussion où ils coordonnaient leur rencontre. Je n'ai ajouté ni insultes, ni menaces, juste des preuves. Je n'ai jamais été du genre à exposer ma vie privée sur les réseaux sociaux. Cette nuit-là, je m'en fichais. J'ai publié l'image censurée. Le titre était direct. Ici avec mon ex. Comme la petite salope que je suis. Je ne l'ai pas écrit pour paraître ingénieux. Je l'ai écrit pour que ça fasse mal, pour qu'il n'y ait aucune interprétation possible. La publication est restée visible, mais ça ne me suffisait pas. J'ai cherché un site d'annonce de services sexuels. C'était facile. Je ne dirai pas le nom. Je dirai juste qu'il permettait de mettre en ligne des photos et des numéros de contact. J'ai créé une annonce avec son numéro. J'ai utilisé l'image censurée. Je n'ai pas décrit de fantasme. Je n'ai pas inventé de longues histoires. J'ai juste mis son nom, son âge et son numéro. Il y avait une option pour promouvoir l'annonce. Elle promettait qu'en payant $50, l'annonce toucherait au moins 14 000 clients potentiels. J'ai payé, sans hésiter. J'ai confirmé le paiement et j'ai vu l'annonce être mise en avant. Je suis retourné dans mon salon, je me suis assis. Mon téléphone a commencé à vibrer quelques minutes plus tard. C'était elle. J'ai répondu, sans dire bonjour. Sa voix n'était plus froide, elle était hystérique. Elle m'a demandé si j'étais idiot, ce qui me prenait, ce que j'avais fait. Je l'ai laissé parler. Quand elle a eu fini, je n'ai dit qu'une seule phrase. Je ne fais qu'exposer la salope que tu es. Il y a eu un silence de l'autre côté. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que je ne lui avais jamais parlé comme ça. Je ne lui avais jamais retourné un mot avec la même dureté qu'elle utilisait avec moi. Elle a exigé que je supprime tout, que les gens étaient fous, qu'elle recevait déjà des messages, que son téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai dit non. Elle m'a traité de malade, de monstre, elle m'a dit qu'elle allait porter plainte. Je n'ai pas réagi, mais je n'avais pas encore fini. Je me suis souvenu du projet, ce projet dont elle parlait tous les jours. Des heures de travail, des fichiers organisés. Une présentation presque terminée. Je suis retourné à l'ordinateur portable, j'ai cherché le dossier, je l'ai trouvé sur le bureau, je l'ai ouvert, j'ai vu des documents, des brouillons, des versions finales. J'ai tout sélectionné. Supprimé. Le système a demandé une confirmation. J'ai confirmé. Ensuite, je suis allé dans la corbeille. Vidé. J'ai confirmé à nouveau. J'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé l'écran montrant le dossier vide, j'ai filmé le processus, j'ai montré qu'il n'y avait aucune copie visible. Je suis revenu à l'appel. Elle continuait de crier. Je lui ai envoyé la vidéo. Il y a eu quelques secondes de silence absolu. Puis j'ai entendu sa respiration se briser. Elle a commencé à pleurer. Pas des pleurs contenus, des pleurs incontrôlables. Elle m'a dit que j'étais un monstre, qu'elle travaillait là-dessus depuis des semaines, qu'elle avait une date limite, qu'elle n'avait pas de sauvegarde récente. Je n'ai pas ressenti de culpabilité immédiate, j'ai ressenti un équilibre. Pour la première fois, le mal n'allait pas dans une seule direction.
Soudain, une autre voix est intervenue dans l'appel. Masculine. C'était l'ex. Il a pris le téléphone, m'a traité d'enfoiré. Il a dit que diable avais-je fait, que sa femme l'appelait sans arrêt, que son beau-père était le propriétaire de l'entreprise où il travaillait et qu'il venait de le virer, qu'il était licencié. Je ne savais pas ça, je n'avais pas planifié si loin, j'avais juste envoyé les informations, mais l'effet domino était déjà en marche. J'ai entendu comment il se disputait en arrière-plan. Elle pleurant, lui m'insultant, ça semblait désordonné. Il m'a dit qu'il allait me retrouver, que ça n'allait pas en rester là. Je lui ai répondu calmement qu'il pouvait toujours essayer. J'ai raccroché. Le silence est revenu. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. Je n'ai ressenti ni victoire, ni fierté, ni non plus de remords immédiat. J'ai ressenti quelque chose de plus sombre. J'ai senti que le Gabriel qui suppliait était mort. À sa place, il y avait quelqu'un capable de détruire sans hésiter. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le téléphone a continué de sonner pendant des heures. Messages de numéros inconnus, notifications de commentaires sur la publication. Des gens qui partageaient, des amis qui demandaient. Je n'ai répondu à personne. Je suis resté assis à regarder tout brûler. J'ai compris quelque chose de dérangeant. Je ne me suis pas transformé en quelqu'un de fort. Je me suis transformé en quelqu'un prêt à entraîner tout le monde dans sa chute. Et à ce moment-là, je m'en fichais. Après cette nuit, je n'ai rien fait de plus. Je n'ai rien publié d'autre. Je n'ai pas répondu aux provocations. Je n'ai rien effacé tout de suite non plus. J'ai simplement laissé le bruit faire son travail. Les jours suivants ont été étranges. Certaines personnes m'écrivaient en privé pour me dire que quelqu'un avait enfin posé des limites, que personne ne mérite d'être humilié comme ça, que ce que j'avais fait était extrême, mais compréhensible. D'autres personnes ont été plus claires, elles m'ont traité de monstre. Elles m'ont dit qu'une infidélité était horrible, mais que ce que j'avais fait était disproportionné, que j'avais franchi une ligne qu'on ne franchit pas. Ce qui est curieux, c'est que les deux choses étaient vraies. Fernanda a bien porté plainte. Ce n'était pas une menace en l'air. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une convocation. Voir mon nom sur un document officiel a été le premier moment où j'ai ressenti quelque chose de semblable à une peur réelle. Pas pour elle, pour les conséquences. J'ai engagé un avocat. Je n'ai pas improvisé. J'ai cherché quelqu'un de bon, pas bon marché. Je lui ai tout raconté sans enjoliver. Je lui ai montré les captures d'écran, les dates, les publications. Sa première réaction n'a pas été morale, elle a été technique. Il m'a dit que le problème n'était pas la trahison ni le motel, le problème était l'exposition publique et l'annonce. Il a basé la défense sur les failles juridiques. Il n'existait aucune preuve directe que j'avais créé l'annonce. Le profil depuis lequel une partie du contenu avait été publié n'était pas formellement lié à moi. La publication sur mon mur a été présentée comme une réaction à une provocation préalable, montrant qu'elle-même m'avait envoyé du matériel explicite sans mon consentement. Je ne vais pas entrer dans les détails juridiques. Je dirai seulement que mon avocat était très bon. Le processus n'a pas été rapide, mais il ne s'est pas non plus transformé en quelque chose de dévastateur. Il n'y a pas eu de prison, pas d'antécédents judiciaires graves. Il y a eu une amende. 5 000 €. Quand j'ai entendu le chiffre, je n'ai ressenti ni soulagement ni indignation, j'ai simplement hoché la tête. Le jour où la résolution a été formalisée, j'ai croisé Fernanda pour la clôture de la procédure. Elle ne semblait pas la même, elle n'avait pas cette assurance défiante, pas ce sourire ironique. Elle évitait de me regarder droit dans les yeux. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai compté l'argent. Le compte exact. Je le lui ai remis en main propre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai rien demandé en échange. J'ai souri. Pas un sourire exagéré, un petit sourire contrôlé. Elle m'a regardé comme si elle ne comprenait pas qui elle avait en face d'elle. Ce n'était pas le Gabriel qui demandait pardon en pleurant. Ce n'était pas non plus celui qui criait pour la première fois. C'était quelqu'un qui n'avait plus besoin de sa validation ni de son mépris. Après ça, j'ai su qu'elle avait quitté la ville. Elle n'a pas supporté la honte, les regards, les commentaires, les captures d'écran qui continuent d'exister sur Internet, même si on les efface. Son entourage est devenu inconfortable. Elle a changé de numéro,
a disparu des réseaux sociaux pendant un temps. Je ne l'ai plus jamais cherchée. Elle ne m'a pas cherché non plus. Quant à l'ex, j'en ai su plus que ce à quoi je m'attendais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de l'ex-femme du type. Je ne vais pas le résumer. Je vais le mettre tel que je l'ai reçu. Merci de m'avoir ouvert les yeux. C'était quelque chose que je soupçonnais, mais je préférais faire l'idiote en prétendant qu'il n'y avait rien, juste pour nos enfants. Mais j'en avais marre. Le type vivait au crochet de mon père. Mon père le voyait comme un fils et l'a embauché dans son cabinet d'architecte. Le type n'a fait aucune étude. Mon père lui a donné un travail qui consistait uniquement à vérifier les emails de l'entreprise pour de futurs contrats. Juste ça. Il ne faisait rien d'autre. Et malgré ça, mon père le payait comme un professionnel. On l'a mis à la porte. Mon père, autant il peut aimer quelqu'un, autant il peut le détester. Mon père lui a donné une raclée pour nous avoir fait ça. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. Seulement qu'il est retourné vivre chez ses parents. Je suis désolé pour ta copine, mais sache que tu as fait ce qu'il fallait. Ils le méritaient tous les deux. J'ai lu le message plusieurs fois. Je n'ai pas répondu tout de suite, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Mon action n'a pas seulement affecté Fernanda, elle a affecté des enfants, une famille entière, quelqu'un qui, bien que responsable de ses actes, a fini par être expulsé, battu et humilié dans son propre environnement. Je n'avais pas prévu ce niveau de dégâts, mais je l'ai provoqué. C'est ici que beaucoup s'attendent à ce que je dise que je regrette profondément et que tout était une erreur. Je ne vais pas mentir. Je ne regrette pas d'avoir posé une limite. Mais je remets en question la manière. L'infidélité est une trahison, c'est sale, c'est lâche, mais ce que j'ai fait, c'était autre chose. Je n'ai pas réagi avec douleur, j'ai réagi avec calcul. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai exécuté étape par étape, j'ai visualisé l'impact, j'ai cherché à le maximiser. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est de la froideur. Ce jour-là, le Gabriel qui se laissait piétiner est mort, mais quelqu'un capable de détruire des réputations sans ciller est également né. La question que je me suis posée ensuite n'était pas de savoir s'il le méritait. La question était, est-ce que je voulais devenir ça? Pendant des années, j'ai été un homme avec une faible estime de moi, dépendant, en quête d'approbation. On m'humiliait et je restais. Cette nuit-là, j'ai brisé ce schéma, mais je l'ai brisé en allant à l'extrême opposé. Je suis passé de paillasson à marteau. Et quand on est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. J'ai eu le temps de réfléchir à ça. Certains amis continuent de me dire que j'ai fait ce qu'il fallait, qu'il y a des gens qui n'apprennent que lorsqu'ils subissent de réelles conséquences. D'autres se sont éloignés, n'ont pas supporté ce que j'ai fait, et je comprends les deux côtés. La version antérieure de moi n'aurait jamais eu le courage de hausser la voix. La nouvelle version ne permettra plus jamais qu'on l'humilie de cette manière. Mais je ne veux pas non plus être quelqu'un qui prend plaisir à ruiner des vies. Je ne me sens pas fier, je ne me sens pas non plus victime. Je me sens responsable. Responsable d'avoir permis tant de choses pendant si longtemps, responsable d'avoir explosé de la manière la plus destructive possible. Si j'ai appris quelque chose, c'est ceci, quand on tolère de petites humiliations pendant des mois ou des années, le jour où l'on explose, on ne réagit pas avec équilibre, on réagit par accumulation. Et l'accumulation est dangereuse. Je n'écris pas ceci pour qu'on me dise que je suis fort, ni pour qu'on me dise que je suis un monstre. J'écris ceci parce que ce jour-là, j'ai compris que le problème n'était pas seulement Fernanda. Le problème, c'était que j'acceptais d'être traité comme une ordure. Si j'avais posé des limites dès le début, si je n'avais pas permis qu'elle me traite de canard, si je ne m'étais pas excusé d'exiger le respect, rien de tout cela n'aurait escaladé ainsi. L'humiliation constante ne se résout pas avec une patience infinie, elle se résout avec des limites claires. Je n'ai pas posé de limites, j'ai posé une bombe. Et les bombes ne font pas de distinction entre les coupables et les dommages collatéraux. Aujourd'hui, je suis seul, mais je ne me sens pas inférieur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me compare à un ex. Je n'ai pas besoin d'acheter de l'affection. Je n'ai pas besoin de supplier. Le Gabriel paillasson a disparu. Le Gabriel enfoiré est né cette nuit-là. Maintenant, je suis à un point intermédiaire, j'apprends à n'être aucun de ces deux extrêmes, j'apprends qu'avoir de la dignité n'implique pas de perdre son humanité. Ce fut le dénouement.
Il n'y a pas de réconciliation, pas de clôture dramatique, seulement des conséquences. Et une leçon que j'ai payé cher pour apprendre.